du matin. Nous recevons Béatrice Bertrand. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Vous êtes Bonjour à tous. Merci. Vous êtes la maire de Tuchan, c'est dans l'Aude et dans le massif des Corbières, Béatrice Bertrand. Absolument. Comment s'organise la solidarité après le passage et les ravages de ce méga feu qui est désormais, on va dire, sous contrôle, si je puis dire, mais il n'est pas éteint. Il faut le rappeler. Absolument pas. Cette affaire est toujours en cours, Béatrice Bertrand, et votre village, qui est situé, on va dire, aux premières loges, mais il accueille les personnes qui ont fui les flammes. Racontez-nous ça. Absolument. Donc oui, nous avons été à un moment donné à une vingtaine de kilomètres du feu, mais nous avons eu la chance de ne pas être touchés par ce feu. Je salue du reste le travail des pompiers et puis j'ai une pensée bien sûr pour les habitants et les maires des communes qui ont été touchés directement. Nous, on était en back-office et on a essayé de faire le maximum pour accueillir les personnes qui ont été évacuées d'une commune voisine, d'Urban, qui est à 20 kilomètres aussi, et qui, dans la nuit de mardi à mercredi, ont été obligés évidemment de quitter leur domicile et se sont réfugiés à Tuchan, tout à fait naturellement. Mais très concrètement, parce qu'en fait, c'est pas passé pas loin de chez vous, il faut le dire. Absolument, c'est pas passé loin. Concrètement, Béatrice Bertrand, comment est-ce qu'on s'organise dans ces moments? Parce qu'il faut improviser là. Oui. Alors nous avons, déjà on a une équipe d'élus, d'agents de la mairie qui sont très soudés et habitués à réagir rapidement. Là, effectivement, il a fallu improviser et on a été aidés en ce sens par les habitants de Tuchan. Donc, quand on a appris que 250 personnes arrivaient, effectivement, on a ouvert la salle polyvalente et on a commencé à s'organiser pour accueillir ces gens dans les meilleures conditions possibles. Le magasin du village a rouvert pour faire du pain, pour nous donner de quoi nourrir ces personnes, pour les accueillir. Les villageois les ont dirigés vers la salle polyvalente. L'association de la pétanque a fait du café, donc on les a accueillis. Une fois qu'ils ont été là, tous les habitants du village qui souhaitaient héberger des personnes, et on les avait prévenus par nos réseaux sociaux habituels, sont venus et en fait il y a eu une énorme solidarité, un accueil de ces personnes qui sont arrivées un peu perdues, parfois en colère et choquées évidemment, des enfants qui avaient vu les flammes, qui avaient peur. Donc ce soir-là c'était l'improvisation un petit peu, mais qui a bien marché, et le fait de les rassurer. On a passé beaucoup de temps à discuter avec eux et remplir à la fois leur estomac, si je puis dire, mais également les rassurer, discuter avec eux, faire en sorte que de dédramatiser tout ça. Donc cette nuit-là, ils ont été, été pris en charge. Je vous en prie, ils ont été pris en charge par les habitants qui sont venus, et également la préfecture nous a envoyé la sécurité civile, qui nous a amené des lits picots qu'on a installés dans une autre salle communale de façon à ce que ces gens puissent dormir. Oui, c'est beau la solidarité, ça fait du bien par les temps qui courent, Béatrice Bertrand. Je vais vous poser la question sur les lits. Vous voyez, vous m'avez devancé, parce que ça, c'est pas du matériel qu'on a dans les communes. Il faut le fournir. Très vite. Non. Et là, vous avez réussi, parce que combien de personnes exactement avez-vous accueilli? 250 en fait. J'ai dit 200, mais c'est 250. Et nous sommes 800 habitants. Wow. Et les personnes, il faut le dire, ce sont des voisins, quelque part, des villages qui ont été frappés par l'incendie. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces personnes? Je n'aime pas l'expression personnes sinistrées. Bon, c'est un langage habituel, mais ce sont des personnes qui sont durement frappés. Voilà, et qui ont été évacués de leur domicile. Et, il y avait une partie de touristes aussi, parce qu'il y a un camping à Durban, donc eux certains, le camping a été touché du reste, donc certains avaient peur pour leur matériel. Dieu merci, il n'y a pas eu de très gros dégâts matériels. Après, il y avait une grosse odeur de fumée. Ces gens, c'était pour nous des voisins. Alors les Corbières et les Hautes Corbières notamment, c'est des pays sauvages et on se serre les coudes. Voilà. Donc là, on s'est serré les coudes, et la réaction des habitants de Tuchan, du boulanger qui nous a fourni les pains et les croissants tous les matins pour le petit-déj, de tous les restaurateurs, les campings, le café, tous les habitants. Il y avait plus de 150 personnes accueillies chez les habitants. Et le reste, donc on a renforcé notre parc de lits picots, si je puis dire, était accueilli dans les communes, dans les salles de la commune. Pour ce qui est de la nourriture, c'est à chaque fois un restaurateur qui a assuré le repas.
à chaque fois, pour 250 personnes. C'est les bénévoles, les agents de la mairie, les élus, les bénévoles qui sont venus, les associations. Et comme j'ai parlé de l'association de la pétanque, eux, ils nous ont fait griller la saucisse, fait le café. Voilà, non, super. Voilà. Les personnes que vous secourez, vous hébergez, elles sont appelées à rester parce que nous sommes vendredi, là, il va falloir éteindre ce feu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Béatrice? Alors en fait, la situation a commencé à s'arranger hier après-midi, mais les consignes de la préfecture étaient encore de ne pas regagner d'Urban. Donc par contre, ce matin, les routes sont sûres, le village va recommencer à être alimenté en eau parce qu'il n'y avait ni eau, ni électricité, ni réseau. Donc le réseau est revenu hier soir, l'eau va revenir dans la journée, l'électricité, les gens peuvent plus facilement s'en passer. Donc là, à l'heure qu'il est, les gens sont en train de repartir sur leur commune, ou les touristes de repartir. Ces gens nous remercient énormément. Et voilà, parce que on a tout mis en œuvre pour les accueillir. Je pense que la qualité de l'accueil des Tuchanais a été remarquée par eux. Alors on leur a dit que c'est normal, mais ils étaient très touchés. Et nous, ça venait du fond du cœur. C'est de l'humanité. Et on est habitué à travailler comme ça dans cette commune. Et là, il y a eu un élan de solidarité, d'humanité, d'accueil de toutes ces personnes. Et je pense qu'on leur a fait chaud au cœur. Voilà, je les ai quittés tout à l'heure en leur disant j'espère ne plus vous revoir dans ces conditions-là. Voilà, donc c'était une boutade, mais par contre je dis maintenant, je connais beaucoup de personnes à Durban, plus qu'avant, et je passerai vous saluer à l'occasion. Vous savez, Béatrice Bertrand, sur Sud Radio, nous aimons les maires de France. Vous êtes les élus au contact du réel. On est loin de Paris ici, quand on parle avec vous à Tuchan. Est-ce que l'élu que vous êtes aurait pu imaginer un jour une telle situation? J'imagine qu'on pense à beaucoup de choses quand on se fait élire, mais là, franchement... Très honnêtement, je pense que quand on se fait élire comme moi, premier mandat, on ne sait pas du tout ce qu'est la fonction de maire. C'est mon premier mandat, on la découvre et c'est gratifiant, stimulant intellectuellement, on apprend tout. Voilà, donc c'est fabuleux. Des fois, c'est compliqué, certes. Cette situation-là, non. Nous avons été touchés à Tuchan par 2 incendies, le dernier en 2016, mais là, il n'y avait pas eu d'évacuation. Donc, on a un plan communal de sauvegarde qui concerne les inondations, parce qu'on a été touché en 99 par les inondations. Sur ce qui est le feu et l'accueil, on n'avait rien décrit. Donc, on a improvisé. Je tiens à dire que malgré ça, et comme je vous ai dit, avec les élus qui travaillent tout le temps avec moi, avec les agents de la mairie qui se sont beaucoup investis aussi, ils n'ont pas regardé leur temps, les personnes qui sont venues nous donner un coup de main et tous ces Tuchanais bénévoles, on a mis quelque chose en place, on s'est structuré dès le lendemain matin, on a été capable d'accueillir dans l'urgence et le lendemain matin on s'est structuré avec un poste d'accueil où on a recensé toutes les personnes qui étaient accueillis, toutes les personnes qui pouvaient les accueillir chez elles aussi. Et on avait comme ça les noms, les numéros de téléphone, parce qu'il faut savoir que dans la panique, parfois des gens recherchent leurs proches, et comme ça on pouvait répondre aussi quand on nous appelait. Les gens qui partaient avaient la consigne de nous informer, et nous les tenions informés aussi officiellement pour éviter les rumeurs, parce qu'à un moment donné la rumeur c'était que le feu arrivait sur Tuchan, ça n'était pas vrai. Donc il y avait un tableau d'information officiel qu'ils avaient à leur disposition aussi. Alors vous devez héberger, nourrir les personnes, les rassurer. Il faut du soutien psychologique, j'imagine, Béatrice Bertrand. Alors, on n'est pas des professionnels du soutien psychologique, même si on est des humains et on a fait jouer nos qualités d'humains. C'est un métier et ça a été mis en place par la préfecture. Donc je sais que la commune de Durban vont aujourd'hui, par le biais aussi de la sécurité civile, recevoir du soutien psychologique et ces personnes-là seront prises en charge par les cellules spécialisées. C'est un métier, vous l'avez dit. Mais déjà, accueillir les gens et leur parler du fond du cœur, ça aide déjà beaucoup. Béatrice Bertrand, il nous reste 1 minute, je passerai bien 1 heure avec vous d'ailleurs. Alain Coste, tout à l'heure, le maire de Ribotte, disait que sa crainte après le passage du feu, c'est l'arrivée de l'oubli. L'oubli, c'est-à-dire que... Et oui, c'est quelque chose qu'on constate... Ailleurs, les politiques aussi, on oublie. Exactement, et même la presse, si je peux me permettre, mais c'est vrai que c'est comme ça. Aujourd'hui, on fonctionne comme ça. C'est pas un reproche, c'est un constat. C'est effectivement ce qu'on était en train de se dire avec les élus avec qui je discutais ce matin. On oubliera.
bien sûr qu'on oubliera. Cela dit, si je puis dire quand même, que ce soit les pompiers qui étaient au front, que ce soit mes collègues maires qui ont été impactés, les habitants, nous ici, on va capitaliser quand même sur ce qui s'est passé. Donc déjà avec les élus, nous étions en train de dire l'autre jour, certains suggéraient de faire un retour sur expérience, d'écrire tout ça, de mettre en place vraiment un plan communal de sauvegarde pour ce genre de cas. Donc on a quand même appris. Donc oui, il va y avoir un oubli, mais ce qu'on peut craindre, c'est l'oubli des autorités, parce que eux aussi vont passer à autre chose. On le voit, hein, le temps passe, on passe à autre chose. Demain, il y aura une autre affaire sérieuse. Oui, c'est un risque. Et il y a des gros enjeux pour les pompiers qu'il faut absolument aider, parce qu'aujourd'hui ce sont des bénévoles, ils sont pas payés, il faut le savoir, quasiment pas pour ce qu'ils font, ils mettent leur vie en danger, donc là il faut faire quelque chose. Et nous on a une déprise agricole importante avec les vignes qui sont arrachées, et il faut que derrière on propose quelque chose, parce qu'on peut pas laisser des friches comme ça qui du coup ont propagé le feu. Voilà. Et alors nous on n'oubliera pas, parce que le paysage est meurtri. Allez, on ne vous oublie pas non plus sur Sud Radio. Merci, merci bravo beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Je vous en prie, je transmettrai et tous les habitants de Tuchan. Hein. Ah bah oui, dites-leur, merci les 800 beaucoup. Là. Merci Béatrice Bertrand, et bon courage pour les jours et les semaines qui viennent. Dans un instant, notre deuxième échange, incendie, loi du plomb partiellement censurée. Les agriculteurs sont-ils les sacrifiés de l'histoire ? Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Aquili. 9h19, deuxième grand débat ce matin. Les agriculteurs sont-ils les sacrifiés de l'histoire, ces incendies, mais également cette loi du plomb partiellement censurée. Bonjour à vous, Jean-Paul Pelleras. Bonjour. Alors, vous êtes ancien maraîcher, auteur du Sacrifice paysan aux éditions Éric Bonnier. Jean-Paul Pelleras, donnez-moi une minute. Nous allons planter de décor avec Albin Texera, puis c'est à vous. La loi du plomb qui fait parler d'elle après cette décision du Conseil constitutionnel, Albin. Oui, hier, les sages ont donc censuré la mesure la plus controversée, cette fameuse réintroduction de l'acétamipride, pesticide interdit jugé contraire à la charte de l'environnement. En revanche, ils ont validé près de 95% du texte initial, comme les simplifications pour les grands élevages et le stockage d'eau, avec quelques réserves néanmoins. Forcément, les trois syndicats agricoles réagissent vivement. La FNSEA parle d'une décision inacceptable et incompréhensible, dénonçant une application trop stricte du droit européen qui autorise l'acétamipride jusqu'en 2033. La coordination rurale, quant à elle, dénonce l'indifférence des juges et menace d'agir si le gouvernement ne retire pas les produits importés traités avec ce pesticide. Et puis la Confédération paysanne, de son côté, se réjouit de cette censure et appelle à poursuivre la mobilisation. C'est finalement le même discours que les opposants politiques comme Marine Tondelier des écologistes et Manuel Bompard de la France Insoumise, qui salue cette victoire mais reste vigilant sur le reste de la loi. Enfin, le sénateur Duplon, quant à lui, et qui était à l'initiative de la loi, prend acte de la décision mais craint plus d'importation de produits traités à l'étranger. Bon, maintenant, c'est Emmanuel Macron qui va devoir faire les choses. Il a pris note de la décision et promet de promulguer la loi dans les meilleurs délais, avec un délai, on va dire, d'environ 15 jours pour le faire. Merci Albin. Jean-Paul Pelleras, que dites-vous de cette décision des sages ? Quand j'entends dire que Tondelier et Bompard se félicitent de cette décision, je pose tout simplement la question, est-ce que Tondelier et Bompard ont déjà eu à vivre de l'agriculture et à protéger leur production ? Je ne crois pas. À partir du moment où on a affaire à des gens qui s'occupent des affaires des autres et qui sont prêts à sacrifier tout un secteur d'activité parce qu'ils ont mis le pied dans la porte et que ça ne s'arrêtera pas là, je pense que malheureusement l'agriculture est dans une bien mauvaise passe. Mais parce que ce pesticide, faut-il le rappeler, est autorisé jusqu'en 2033 dans l'Union européenne, sauf chez nous en France. Oui. Il y a un débat scientifique autour de la toxicité du pesticide en question. Comment le trancher, ce débat, Jean-Paul Pelleras ? Parce qu'au fond, on tourne en rond avec cette histoire. Non, la toxicité n'est pas avérée puisque les agences sanitaires ne l'ont pas prouvé. Il y a aujourd'hui effectivement un véritable problème de société qui a été instrumentalisé avec cette pétition. Bon, attendez, la pétition, c'est 3%
3% en admettant qu'elle soit fiable, bon, qu'est-ce qu'on fait des 97% qui restent, quoi. Aujourd'hui, l'écologie est en train de nous coûter très cher et elle est en train d'impacter l'ensemble des secteurs d'activité. Enfin, à mon avis, il faut arrêter. Je me demande quand même comment on peut laisser faire. Les sages, qui ne sont peut-être pas si sages que ça, viennent de donner raison aux écologistes, viennent de sacrifier l'agriculture française et sa compétitivité. Parce que demain, on va bouffer du produit d'importation. Et ce ne sera pas, ça ne s'arrêtera pas là. C'est ce qui nous pend au nez, vous dites bien entendu. Avec l'acétamipride aujourd'hui, avec le reste de même, puis ça va s'étendre à tous les secteurs, l'élevage, les grandes cultures, la viticulture, tout. On ne pourra bientôt plus rien faire en France, et puis on va tout importer. Est-ce que les écologistes sont aussi vaillants pour aller contrôler les marchandises importées que pour venir emmerder les producteurs français? Je ne crois pas. Ah, vous voulez dire qu'en fait, il faudrait appliquer ce qui rentre la même sévérité, hein bien entendu, il y a 2 poids 2 mesures. Comment on peut laisser faire ça? C'est fini. Donc, non, je suis personnellement, pour avoir été agriculteur, je suis très en colère, et pour être observateur aujourd'hui, je suis très inquiet sur le devenir de l'agriculture française. Jean-Paul Pelleras, vous avez décrit ce que vous appelez le sacrifice paysan dans votre essai aux éditions Éric Bonnier. L'État, selon vous, à quoi joue-t-il dans cette histoire ? L'État, il joue la prudence. Aujourd'hui, que ce soit bon nombre de parlementaires, de partis politiques jusqu'à Macron, ils sont en train de dire, on va voir un petit peu, là il y a eu l'histoire de la pétition, on va voir un petit peu comment ça tourne, on va jauger un peu l'opinion, et puis voilà. Mais là maintenant, Macron, il peut y aller, là il est tranquille, le Conseil constitutionnel vient quelque part, ma foi, de tracer la route. Il va promulguer la loi et puis terminer. C'est fini. Voilà, c'est tout. Je pense qu'à un moment donné, l'État, les politiques ne savent pas choisir entre les écologistes et les agriculteurs, ou ne veulent pas choisir pour des raisons électoralistes. C'est l'électoralisme habituel. Ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter très cher. Jean-Paul Pelleras, dans une tribune que Le Point a publiée, vous dénoncez les politiques gouvernementales sur l'arrachage des vignes. Il en est beaucoup question depuis que le feu est contenu, on va dire, et donc les uns et les autres peuvent s'exprimer aussi et font part de leur colère. Les vignes disparaissent. C'est, pardon d'utiliser ce mot, chez moi en Corse on parle du maquis, et on n'arrive plus, on passe plus, et il n'y a que le feu qui s'est passé là-dedans. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que il y a une vague d'arrachage qui a été mise en place. On peut atteindre 100 000 hectares sur la France, 6 millions d'hectos, 6 millions d'hectolitres. C'est exactement ce qui rentre, ce qu'on importe d'Espagne et d'Italie. Voilà, ça c'est déjà un chiffre. Vous voulez dire qu'on pourrait consommer notre propre vin et ne pas le faire rentrer en arrachant les vignes, quoi. Grosso modo, c'est ça. Disons que oui, il y a de ça. Et puis, à un moment donné, 4 000 € l'hectare, ça paye même pas le tracteur et la chaîne pour arracher la souche. Il faut être clair. Moi, je connais très bien la problématique du Midi, puisque j'en suis issu. Mais aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a une extension des friches dans les garrigues, dans les corbières, dans le Midi, là où on enlève la vigne, il n'y a plus rien à faire, parce que c'est des terres de garrigues, et avec des productions endémiques et historiques, c'est fini. Derrière, c'est fini. On perd la production, on perd le patrimoine, on perd même la valeur de la terre. Voilà. C'est même contraire à ce qu'on dit, il faut végétaliser, parce que y a le changement climatique qui est là, et là on arrache. Oui, non, mais végétaliser, on peut très bien végétaliser avec de la vigne. Voyons, on plante des vignes et on soutient la viticulture. Voilà, parce que ce sont des régions, je le répète, on ne peut rien faire d'autre. Quasiment rien d'autre. Jean-Paul Pelleras, oui, vous dites on ne peut rien faire d'autre. Il y avait ce viticulteur, pardonnez-moi, des Corbières, qui était très ému au micro de Sud Radio. Il nous disait, moi je deviens un paysagiste. Voilà, je suis là pour essayer d'entretenir le paysage, quoi. Il fait plus son métier. C'est ce qui nous pend au nez. C'est déplorable, mais c'est comme ça, parce que la notion de revenu et l'induction économique et sociale est complètement bafouée dans ce cas-là. Évidemment que certains agriculteurs en sont réduits quelque part, effectivement, à devenir des paysagistes, mais c'est pas une solution, ça. C'est pas une solution. Il faut vivre son métier, il faut produire, parce que
Il faut être compétitif, il faut peser sur la balance extérieure. Ma foi, si on plante des genêts et des pins, je crois pas qu'on pèse sur la balance commerciale, franchement. Voilà. En conclusion, Jean-Paul Pelleras, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part des pouvoirs publics ? Du respect pour les paysans, du respect pour le monde agricole. Il faut quand même, je crois que ça se résume à ça. Ça va faire 2 ans maintenant qu'on promène, même davantage. Vous savez, j'ai pas mal manifesté dans ma vie. Oui. Cette histoire, ça fait 40 ans que je la connais. On promet. Aujourd'hui, il reste 380 000 agriculteurs en France. Il y en avait 10 millions au lendemain de la guerre. Encore un petit coup. 5 ans, je crois que j'étais optimiste dans mon titre quand j'ai dit 20 ans. 5 ans, et puis c'est fini, c'est plié. Donc on achètera de l'importation, et puis voilà, et puis on manigera ce qu'on nous proposera, et puis rien d'autre. Et là, on ne fera pas difficile, voilà, parce que il y a une chose qui commande tout, c'est l'estomac. Ouais. C'est l'estomac. Et demain, si dans les étals, il vient à y avoir, je termine là, il vient à y avoir un mouvement social, un blocage national ou autre, quand les étals vont se vider, je ne pense pas que les écologistes fassent la fine bouche et aillent réclamer des pétitions pour que l'on retire tel ou tel produit de ce qu'il leur reste à manger. Allez, voilà. Le message est passé en tous les cas ce matin. Merci Jean-Paul Pelleras, merci à vous pour cette intervention ce matin sur Sud Radio, ancien maraîcher, auteur du Sacrifice paysan, à lire aux éditions Éric Bonnier. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous avez la parole sur Sud Radio.